On va, on va commencer le tout. Donc, bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième conférence du colloque, l'évolution du rôle de l'analyste d'affaires. Je vais commencer ce moment-là ensemble en me présentant. Hugo Lavoie, analyste d'affaires, trésorier pour notre chapitre de Québec. Et pour la prochaine heure, je vais être votre modérateur. Donc, je vais m'assurer avec notre conférencier de bien gérer le chat, diffuser l'information importante, mais aussi s'assurer qu'on va passer une très belle heure ensemble. Pour le déroulement de la conférence, ça va être assez simple. Les questions seront répondues à la fin. On va avoir une petite période de 15 minutes prévue à cet effet. Donc, je vous invite à les écrire au fur et à mesure dans le chat à droite ou directement dans la section Q&A de la plateforme Mova. Fait que tout ça se passe à droite de votre écran. Vos micros, on demande à ce qu'ils soient fermés, mais je vous invite quand même à mettre votre caméra. Comme ça rend l'activité un peu plus active. Puis pour le conférencier, le modérateur, on voit vos visages. C'est toujours un peu plus le fun d'avancer comme ça. La conférence va être enregistrée. Elle va être partagée directement sur la plateforme. Donc, pendant 3 mois après cette conférence, vous pourrez revenir et visualiser la dite conférence. Il va y avoir plusieurs références à des documents, à des études, à des articles. Sachez que Jérémy va partager tous ces liens dans la session actuelle, donc dans le bas. Fait qu'après la conférence, vous pourrez venir voir tout ça puis aller accéder à cette information. Si vous avez des défis techniques, écoutez, je vais vous inviter à m'écrire directement, Hugo Lavoie, dans Wova, donc dans les attendees, cherchez mon nom, envoyez-moi un message direct, ça va me faire plaisir de vous aider. C'est à peu près tout pour le déroulement de la conférence. Je vais donner la parole à notre conférencier vedette, notre président sortant du chapitre, certifié de l'IBA et plus encore, ce n'est pas sa seule certification, conseiller en système de l'information à la direction des technologies de l'information de l'Université Laval. Mais surtout, avec tous ces beaux titres-là, c'est un passionné en ce qui a trait aux technologies de l'information et tout ce qui y touche. Jérémy Gay, écoute, merci d'être avec nous. Merci de venir partager tes connaissances avec nous. Puis je vais te lancer la balle d'une manière super simple. Je vais te dire, pour toi, Jérémy, notre thème du colloque, humain toujours plus humain, qu'est-ce qui t'évoque? Humain, toujours plus humain, pour moi, ce que ça veut dire, ça fait vraiment référence au savoir-être, qui est, selon moi, une très grande partie importante du rôle de l'analyse d'affaires. On va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation, le volet savoir-être. Mais pour moi, c'est la base de tout ce qui fait en analyse d'affaires, plus que les compétences techniques qu'on peut aller chercher ou l'expertise. Si on n'est pas capable de communiquer, si on n'est pas capable d'avoir de l'empathie pour les gens, capable de se mettre à leur place, c'est vraiment quelque chose qu'on va avoir de la misère à faire. Fait que l'humain est toujours plus humain, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important de prendre en considération, l'humain, au sein de tout ce qu'on fait dans tous nos travaux, dans tous les dossiers de changement qu'on fait dans notre carrière. Aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous dans le temps que j'ai avec vous, c'est faire une feuille de route un peu de l'évolution du rôle de l'analyse d'affaires. On va faire un tour sur qu'est-ce qui se passe présentement. Comment est-ce qu'on en est arrivé jusqu'ici? Actuellement, l'analyse d'affaires, ça ressemble à quoi? Comment ça se définit avec les différentes organisations qui le chapeautent? Et après ça, on va regarder un petit peu le futur. Et quand je vais parler du futur, je vais le parler pas en termes de qu'est-ce que les technologies vont être, mais en termes de comment est-ce que vous, en tant qu'analyste d'affaires, professionnel du domaine d'analyse d'affaires, vous devriez regarder votre cheminement de carrière. C'est plus ça que je veux vous amener à voir aujourd'hui. Comme Hugo l'a dit, je suis conseiller en système d'information à l'Université Laval, président sortant de l'IBA, Région de Québec. Donc, ça fait plus de 5 ans que je me promène dans pas mal tous les événements affaires et de la Région de Québec, l'AGIC, l'IBA, AGIC Québec, etc. Donc, je pense que j'ai vu une belle variété d'informations sur l'évolution des tendances en technologie, en affaires, en agilité et autres. Mais en plus de tout ça, comme Nico vous l'a dit aussi, je vais vous envoyer plusieurs références, plusieurs documents très intéressants que je vais vous inviter à consulter par la suite, qui sont super, super intéressants pour votre développement personnel et professionnel. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi une image avec des gratte-ciels et beaucoup de brume? C'est que on va rester quand même à haut niveau aujourd'hui. On a une demi-heure, 40 minutes ensemble. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On va faire une vue très sommaire. Mais mon but, ça va être de réussir avec vous à retirer la brume sur qu'est-ce qui vous voit l'horizon finalement sur votre carrière dans le domaine de l'analyse. Donc, l'évolution du rôle d'analyse d'affaires,
pense que tout le monde est capable de répondre à la question. C'est très simple. Ben, on commence l'analyse d'affaires junior, on devient un analyste d'affaires, on est un analyste d'affaires senior. Tout le monde le savait, c'est simple. Si c'était aussi simple que ça, mais je pense que je n'aurais pas fait une présentation là-dessus. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de répondre un peu plus, c'est qu'est-ce qui arrive au rôle de l'analyse d'affaires dans l'agilité à l'échelle. Puis, je suis un analyste d'affaires. Qu'est-ce que je peux faire si je veux faire évoluer mon rôle? Est-ce que je suis obligé de donner un analyste d'affaires senior? C'est quoi les options? Fait qu'on va parler product owner, architecte d'entreprise, architecte d'affaires, on va parler un petit peu gestionnaire de projet. Toutes des sphères qui sont des bonnes pistes de solutions, qui sont toutes des bonnes réponses. Puis je vais vous montrer pourquoi. Mais au final, on va tout le temps revenir à vous. Donc, les documents que je vais utiliser aujourd'hui, j'en ai parlé rapidement, c'est entre autres une conférence, un webinaire qu'a donné Delvin, le nouveau président de l'IBA, au début de la pandémie, qui est une vidéo YouTube que je vous recommande fois 1000 d'aller écouter. Ça dure 1 heure. Ça va changer vraiment votre perspective sur qu'est-ce que c'est l'analyse d'affaires. Donc, vous allez voir beaucoup de références à ça dans ma présentation. Aussi, le sondage annuel que l'IBA fait à chaque année. Je vais vous appeler avec des statistiques, puis on va en parler un petit peu plus tard aussi. Et plusieurs autres documents fournis par l'IBA, dont ceux qui ne le connaissent pas encore, le BABOK. On a une version imprimée du BABOK en français disponible maintenant. Je pense que c'est un must-have pour tous les gens qui travaillent en analyse d'affaires. C'est pas une lecture de chevet, je vous l'accorde. C'est une lecture à prendre en considération morceau par morceau, mais c'est votre Bible de l'analyse d'affaires. Je vous conseille de l'avoir. Les chapitres de Québec et de Montréal ont travaillé super fort dans les 4-5 dernières années pour vous permettre d'avoir un BABOK en français. Profitez-en. Mon mandat aujourd'hui avec vous, ce que je me suis donné comme mandat, personnellement, chacun d'entre vous, c'est de t'aider à développer ton plan de carrière qui répond à tes attentes dans ta situation et de te permettre de te développer selon tes ambitions. Il y a beaucoup de T, mais ceux qui sont familiers avec le BABOK vont reconnaître solution, besoin, contexte, changement, partie prenante et valeur. C'est la base de l'analyse d'affaires, puis je vais me baser là-dessus pour faire ma présentation ciblée sur vos besoins. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je l'ai évoqué rapidement. On va commencer avec un tour sur l'origine de l'analyse d'affaires, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on en est avec notre situation actuelle. On va parler de notre situation future, mais qui va être variante pour chacun d'entre nous, pas personne qui aura le même plan de carrière. Je commence avec l'origine. Vous allez voir, je remonte un petit peu loin. Je me suis inspiré du PMBOK sur celle-là. L'origine des pyramides, c'était des gros projets. Les gros projets à l'époque avaient, malgré l'ampleur de ces projets-là, une chose qui était particulière, qu'il n'y avait pas beaucoup de complexité. C'est-à-dire, pas que ça ne demande pas une grande expertise de construire une pyramide, ou de construire un pont, ou de construire un gratte-ciel, mais la complexité des relations entre les besoins, entre les clients, entre toute la discussion de l'écosystème qu'on connaît actuel était pas aussi grande qu'on la connaît maintenant. Donc, le rôle de la liste d'affaires n'existait pas vraiment quand on parlait de ce type de construction. C'était des livraisons qui étaient, en général, on fait la planification, puis on est capable de respecter notre planification jusqu'à la fin. On se gardait des contingences, bien entendu, mais c'était assez simple. La notion d'analyste d'affaires ou d'analyste système est arrivée dans le vocabulaire académique un peu plus au niveau de la fin des années 1970. Je mets 1970 pour faire un chiffron, avec l'arrivée de l'ordinateur. En fait, c'était pas un ordinateur comme ça. Pas comme ça non plus. C'était plus des ordinateurs comme ça, qui ont fait en sorte que les entreprises ont commencé à faire de plus en plus de développement technologique, démocratiser l'accès à l'information, et ça a généré de plus en plus de besoins, de plus en plus d'exigences. Les attentes des clients ont explosé. La plupart d'entre vous ont probablement déjà vu des chartes qui ressemblent à celle-là, où ça démontre vers où est-ce qu'on est rendu niveau infrastructure, ça ressemble à quoi le portrait des technologies. Ça explique pourquoi le rôle de l'analyse d'affaires est de plus en plus important et en très grande croissance actuellement, autant dans les domaines d'études que dans les recherches d'emploi sur les profils sur LinkedIn, par exemple, l'augmentation de profils d'analyse d'affaires recherchés est en pleine croissance. Donc, ça s'explique beaucoup par ça. L'environnement actuel qu'on voit, ben, c'est pas une ligne droite du point A au point B, c'est un processus qui rentre
en contact avec énormément d'autres domaines, que ce soit technique, affaires, que ce soit expérience humaine. On a eu des belles expériences du volet UX tout à l'heure avec Pierre-Luc Lachance. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter avec cette slide-là, que finalement, la complexité a tellement augmenté que ça prend quelqu'un qui gère cette complexité-là au sein des projets, des autres développements qu'on va faire dans nos organisations. Ça nous amène tout ça à maintenant. Maintenant, on a fait le point jusqu'à maintenant, et si on se regarde, on prend un petit peu de temps pour regarder où est-ce qu'on en est dans le domaine de l'analyse d'affaires. Je vais commencer par vous parler de l'état actuel avec un des premiers résultats du sondage que je vous partage. On peut revenir un peu plus tard au sondage. La métrique qui disait qu'il y a un grand manque de compréhension du rôle que joue l'analyse d'affaires dans le rôle des analystes d'affaires. Donc, 44% des analystes d'affaires disent que la compréhension de leur rôle est le plus grand frein à la réalisation de leurs ambitions ou à la réalisation de leurs tâches dans les projets. Donc, on voit que c'est un métier qui est encore jeune, c'est un métier qui doit encore prendre sa place, et on a la chance quand même d'avoir deux organisations assez bien reconnues qui prennent le chapeau et qui essaient d'amener ça de front pour que les organisations comprennent un peu plus c'est quoi le rôle de l'analyse d'affaires. Je commence avec l'IBA. Si vous êtes à notre colloque, vous commencez probablement déjà à connaître un petit peu l'IBA, fondé en 2003 à Toronto. Donc, il y a un regroupement de professionnels qui voyaient l'intérêt de se regrouper ensemble et de former un premier comité qui a mené en 2004 à la création de la première version du BABOK, le Business Analyst Body of Knowledge, ou en français, le corpus de connaissances de l'analyse d'affaires. Donc, ça, c'était en 2003. Et plus récemment, le Project Management Institute, connu pour le PMBOK, et le Project Management Body of Knowledge. Tout le monde se vole le même concept. C'est arrivé en 2015 avec une version de l'analyse d'affaires dans leur offre de certification. La grande différence entre les deux, l'analyse d'affaires par l'IBA est quelque chose qui est beaucoup plus stratégique et mélanger stratégie et opération. Alors qu'au PMI, le rôle de l'analyse d'affaires, c'est un élicitateur d'exigences. Donc, c'est quelqu'un que son travail est de gérer les exigences, point. De tout le volet leadership, comprendre la situation, tout ça, c'est toutes des responsabilités du chargé de projet. Donc, c'est là la grande distinction entre les deux. On est au colloque de l'IBA. Vous m'excuserez, moi, j'ai pris la définition de l'IBA, c'est avec ça qu'on va continuer à avancer aujourd'hui. Donc, en analyse d'affaires, on sait que c'est important d'avoir un langage commun. Qu'est-ce que c'est la définition de l'analyse d'affaires? L'analyse d'affaires est la pratique consistant à favoriser le changement dans une entreprise en définissant les besoins et en recommandant des solutions qui offrent une valeur aux participants. Vous reconnaissez les termes de tout à l'heure. Quand on a ces 6 thèmes-là qui sont dans notre au moins un de ces 6 thèmes-là, on peut dire qu'on fait un petit peu d'analyse d'affaires. Plus que ça, qu'est-ce que c'est qu'un analyste d'affaires? Ça, c'est quelque chose de très important que je voulais vous communiquer aujourd'hui. C'est, je pense, la page 3 du BABOK. Un analyste d'affaires, c'est toute personne qui réalise des tâches d'analyse d'affaires, un des 6 sujets que je présentais tout à l'heure, décrits dans le BABOK, quel que soit son titre ou son rôle dans l'organisation. Vous pouvez être un conseiller en système d'information, vous pouvez être Scrum Master, vous pouvez être analyste fonctionnel, vous pouvez être analyste gestionnaire, peu importe, si vous faites ces rôles-là, le BABOK, l'IBA vous considère comme un analyste d'affaires. Après ça, il y a une déclinaison, est-ce qu'on peut amener au rôle d'analyste d'affaires? C'est ça qu'on va voir dans le reste de la présentation. Un petit peu plus de mise en contexte aussi sur le BABOK. Le BABOK, on a des domaines de connaissances. Donc, c'est les différents grands chapitres du BABOK, comme le PMBOK avec ses 10 grands thèmes. Au niveau des rôles, des domaines de connaissances du BABOK, l'élicitation et la collaboration, bien ça, c'est ce qu'on se connaît beaucoup plus les analystes pour, et c'est un peu plus à ça que fait référence le PMI quand on parle d'analyse d'affaires. Ça nommait une bonne partie de ce qui est ici, finalement, qui est réservé plus aux gestionnaires de projet, au niveau de la stratégie, puis au niveau de la solution elle-même. Tandis que l'IBA nous amène à voir les grandes sphères de tout ça. Je ne rentrerai pas dans le détail sur ce que veut dire chacun de ceux-là. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous encourage à aller consulter le BABOK. On va parler aussi plus tard du groupe d'études, qui est une bonne piste aussi si vous voulez commencer
à travailler avec le BABOK dans le futur. Mais juste prendre en considération que différents rôles vont être spécialisés dans différents de ces domaines-là, puis je vais revenir avec des statistiques un petit peu plus tard. Un autre point que je vais vous montrer, c'est le modèle des concepts de base de l'analyse d'affaires, le BACCM en anglais, c'est le Business Analyst Core Concept Model. C'est très souvent référé comme le BCCM, excusez-moi. Donc, les besoins, les changements, les solutions, parties prenantes, contexte et valeurs. Et ceux qui ont une bonne capacité d'observation vont remarquer que chacun des concepts adresse tous les autres concepts à chaque fois. Donc, c'est vraiment une interrelation. Si je parle à une partie prenante, ça va toujours impacter la solution, ça va toujours impacter le changement, ça va toujours impacter le contexte. Donc, toujours ça à prendre en considération. Je tire sur un fil, c'est comme une toile d'araignée, tout va suivre pour prendre chacun des morceaux seulement dans son ensemble. C'est ça que je voulais vous amener comme définition un peu plus du rôle d'analyse d'affaires. Et au niveau des compétences fondamentales, c'est là qu'on arrive avec beaucoup des compétences que je vous parlais tout à l'heure, du savoir-être de l'analyse d'affaires. Donc, l'analyse d'affaires qui va avoir à gérer les parties prenantes, qui va avoir à faire du raisonnement analytique, des caractéristiques comportementales, qui va avoir à amener la manière qu'il va être capable d'interagir avec les gens, ses connaissances en affaires qu'il va avoir besoin d'amener dans les discussions, sa capacité de communication, ses compétences d'interaction pour faciliter les différents ateliers qui vont lui être demandés. Et en plus de ça, on ajoute toute la liste des outils et technologies qui vont devoir être utilisés dans le cadre du travail. Il y a des technologies très complexes de systèmes de gestion, des exigences super complexes avec des processus qui en font. Et il y a des outils et des technologies plus simples comme des post-it qui nous permettent de faire beaucoup d'ateliers aussi. Actuellement, on utilise probablement plus Miro dans la plupart de nos ateliers, mais les post-it vont probablement revenir un jour, on l'espère. J'arrive maintenant au niveau de la vue globale. Je voulais vous partager plusieurs petites métriques pour vous donner une bonne idée de où est-ce qu'on en était dans le monde de l'analyse d'affaires. Donc, je vais me baser sur les données qui ont été partagées par l'INPE dans le sondage 2020 qui a été réalisé. Les données ont sorti il y a presque 6 mois maintenant, 6 mois, 8 mois. Et à chaque année, l'IBA prend sa responsabilité de faire un super gros montage, un méga infographique, c'est 40 pages d'infographique avec des données qui sont vraiment intéressantes, d'essayer de choisir les données qui étaient les plus pertinentes avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puis on va les passer une par une dans les prochaines diapositives. Juste vous dire, le sondage a été réalisé, le sondage a été répondu par 5500 participants répartis dans 129 pays. Donc, l'IBA a vraiment une portée internationale, des chapitres comme l'IBA au Québec, il y en a un petit peu partout dans le monde. Donc, au niveau des soft skills, c'est vraiment quelque chose que je voulais amener, le savoir-être que je vous parlais tout à l'heure, les compétences de communication, la capacité à penser de manière créative et les travaux d'organisation. C'est quelque chose qui est très, très, très important. Nous, au chapitre de Québec, quelque chose qu'on value beaucoup aussi, c'est le leadership. On s'attend à ce que l'analyste d'affaires dans ses projets va démontrer du leadership dans les actions qu'il a posées et d'aller plus loin que souvent ce qui est écrit dans son rôle, que ce soit au niveau de présenter des risques ou des enjeux avec son équipe ou juste de les motiver à embarquer dans le changement, faire la gestion du changement finalement, c'est le rôle de l'analyse d'affaires. Donc, le leadership, même si est quand même dans les soft skills qui est bien identifié et qui est beaucoup vu et valorisé au Québec. En tout cas, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre plus de l'avant. Ensuite, parler un peu du volet évolution, c'est le sujet principal de la présentation. J'ai fait un post sur LinkedIn au début de la semaine, juste pour voir où est-ce qu'on s'en allait. Parmi ceux qui prévoyaient faire un changement, leur rôle d'ici 5 ans, comment est-ce qu'ils voyaient. On voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés de vraiment développer leur expertise, vraiment généraliste. Je vais utiliser le terme généraliste pour parler de quelqu'un qui reste analyse d'affaires, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, mais de monter en compétence dans le rôle d'analyse d'affaires, peu importe le domaine. Donc, il y a beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui parlent de chargé de projet. Il y en a quelques-uns qui parlent de product owner. J'ai beaucoup de gens aussi qui avaient répondu en commentaire architecture d'entreprise, architecture d'affaires. On ne peut pas dire architecte d'affaires, architecture d'affaires. Ça donne quand même une bonne vision. Ce n'est pas exactement les mêmes chiffres, étant donné que j'ai un bassin très, très petit, mais on voit que l'IPA, dans leur sondage, sont arrivés avec la même vision, que c'est très réparti.
Ça, ce que ça me permet de vous dire, c'est qu'il n'y a pas un chemin pour tout le monde. Ce n'est pas analyse d'affaires senior. Ça peut être la bonne solution pour vous. Tant mieux si ça l'est, mais ça peut être pas la solution pour vous. Et là, dans ce cas-là, il y a plusieurs autres options. Que ce soit la charge de projet, project owner, donc responsable de produit, l'architecture, la cybersécurité, les données, et ça, on va en parler dans les prochaines vidéos. Donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, il y a plusieurs portes que vous pouvez choisir dans votre choix de carrière. Ce n'est pas juste un chemin à suivre les yeux fermés. Donc, oui, ça amène un peu plus de complexité, mais je pense que cette complexité-là est tout à notre avantage de faire quelque chose qui nous intéresse. Je vais vous parler beaucoup de certification aussi tantôt, puis je vais compléter à la fin un petit peu pourquoi, mais je vais vous donner dès le début pourquoi est-ce que je vous parle de certification. Premièrement, les gens qui font des certifications presque à 100% recommandent les certifications à des collègues dans leur développement de carrière. Et pourquoi? On aurait peut-être pu penser que c'est pour le salaire. Si votre argument principal pour vous, c'est je ne peux pas augmenter le salaire juste avec une certification dans mon organisation, je ne fais pas de certification. Mais vous manquez probablement une belle opportunité parce que le plus grand avantage d'une certification, selon les gens qui sont certifiés, au double du deuxième, c'est d'avoir une meilleure confiance envers les tâches que vous réalisez à votre travail, donc, envers vous-même au travail. Ça, si ce n'est pas quelque chose qui vous allume à aller chercher une certification, je ne sais pas ce qui va vous motiver à aller en chercher une plus tard, mais pour de vrai, moi, je l'ai vécu moi-même. C'est pas du moment que tu as une certification, yes, je deviens plus compétent. C'est ton processus de te préparer à la certification, d'approfondir un guide comme le BABA, comme le PMBOK, comme la documentation SAFE, je vais revenir tout à l'heure. C'est ça qui vous amène à aller plus loin dans votre travail. Puis, je pense que c'est ça qui est très important à comprendre. Aussi, parmi tous ceux qui avaient répondu au sondage, les 5500, il y en avait plus de 50% qui avaient au minimum une certification. Donc, je vous amène maintenant au niveau des options. Pourquoi est-ce que vous voyez Wally dans l'image? C'est simplement parce qu'au début, j'avais appelé ma présentation future, mais je n'avais pas le cœur de retirer Wally après, et j'ai laissé Wally. Ce que je viens vous montrer quand on va parler des différentes options qui s'offrent à vous, c'est de parler de différents axes. Donc, ça peut être un acte généraliste spécialiste, ça peut être un acte affaires techno, ça peut être leadership, exécution, formateur, apprenant, peu importe les axes que vous déterminez. Je ne les ai pas dans ma slide parce que ça aurait été un peu barbeau, mais je veux juste que vous compreniez que chacun d'entre nous, on a une manière différente de se placer dans ce tableau-là. Et la manière qu'on se place dans ce tableau-là, en plus d'être différente de chacun d'entre nous, pour nous, elle peut changer avec le temps. Fait, juste à prendre en considération que c'est tous des degrés et il n'y a jamais une seule bonne réponse à tout ce que je vais vous présenter par la suite. C'est pour ça que je vous disais au début que c'était ma vision de comment on le fait, mais il y a probablement votre vision qui va rentrer là-dedans aussi, de la manière que vous allez pouvoir tout le reste. Je profite de cette diapo-là, qui est une diapo que j'ai trouvée par Delven, justement, le président des IBA, qui présentait le volet des technologies, le volet affaires et qui permettait aussi de voir justement l'évolution du rôle de l'analyse d'affaires dans tout ça selon les différents volets. Puis ça, je trouve que c'est un très beau roadmap qui prend en considération beaucoup d'informations. Ce qui manque, bien entendu, c'est les passages entre les différentes lignes, mais ça vous donne quand même une très grande idée de qu'est-ce que peut ressembler un développement d'analyse d'affaires selon ce que vous décidez de vous spécialiser. Donc, on voit autour du grand axe l'analyse d'affaires. Donc, ce que je disais qui est plus, pourquoi j'utilisais le terme généraliste, c'est que je vais dire spécialiste, quelqu'un qui va soit se retrouver d'un côté ou de l'autre, tandis que l'analyse d'affaires va être plus un généraliste que selon son mandat, selon le domaine dans lequel il intervient, il va avoir à aller approfondir ses connaissances au domaine pour être capable de réaliser son mandat. Tandis que les autres volets, on va chercher plus une expertise qui est souvent technique ou une expertise qui est plus de méthodologie ou de manière de faire qui vont nous permettre après ça de réaliser les tâches qu'on a à faire. Je vais revenir un petit peu plus tard à cette diapo-là pour vous montrer comment l'IBA se place jusqu'à présent avec cette diapo-là. Et j'ai aussi le lien si vous voulez l'avoir en plus haute résolution parce qu'elle est très agréable à l'explorer quand on a un plus gros écran que lui que j'ai actuellement.
Je vais commencer à parler de l'agilité. C'est tant qu'à moi, un très, très gros domaine. Et c'est pas juste moi qui le dis. Le sondage disait la même chose. Au Canada, parce qu'en plus, dans le sondage, le rapport de l'IPA, il y a des informations par pays. Au Canada, 68% des répondants disent être impliqués dans l'agilité. Au monde, c'est 72% des analystes d'affaires qui utilisent une approche agile. Donc, on voit que c'est plus que la majorité des gens qui utilisent l'agilité. Donc, je pense que c'est très important d'au moins la comprendre. Qu'est-ce que ça a comme impact sur notre domaine, sur notre champ d'expertise. Le domaine d'analyse d'affaires, si ce n'est pas la maîtrise. Et oui, les chats, c'est agile. Vous essayerez de trouver une bonne photo d'agilité. Au niveau de l'agilité, je vais faire deux grandes distinctions. L'agilité qu'on appelle plus souvent le Scrum et l'agilité à l'échelle. L'agilité, Scrum, c'est souvent on va parler de projet, en fait, on ne parlera pas de produit. C'est la nature un peu plus de l'agilité à l'échelle. Et la grande différence que je voulais vous montrer finalement entre les deux, c'est que l'analyse d'affaires fait partie de l'agilité quand on parle de la documentation Scrum ou des autres méthodologies de livraison en agilité, alors que l'analyse d'affaires est complètement exclue de cadres comme le Scale Agile Framework, SAFe, que je parle depuis tout à l'heure. Donc, c'est ça que je vais adresser un petit peu avec vous. Pourquoi est-ce que ça ne se trouve pas là-dedans et qu'est-ce que ça change pour vous si votre organisation décide de faire le virage vers l'agilité à l'échelle? Donc, je vous amène premièrement sur le volet agilité, comme on le connaît plus souvent. Donc, c'est une grande collaboration entre les affaires et les TI, c'est de la livraison rapide et fréquente et c'est centré sur le client. Donc, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, c'est assez connu comme information. Vous pouvez aller chercher, bien entendu, le manifeste agile qui comporte les 12 piliers qui sont vraiment reconnus depuis plus de 20 ans. Fait que très, très, très connu comme information, mais essentiellement, ce que je voulais vous amener avec ceci, sans rentrer dans le détail, encore une fois, je reste à vous, c'est que l'IBA s'est positionné avec une certification qui prend en considération tout le domaine de l'agilité dans le rôle de l'analyse d'affaires. Fait que si pour vous raisonnez avec les 68% que je disais tantôt de gens au Canada qui interviennent en agilité dans leurs projets, dans leurs produits, ben, probablement que la certification en agilité est quelque chose de très intéressant pour vous si vous voulez vraiment développer vos compétences en analyse d'affaires agile. Au niveau de l'agilité à l'échelle, ça, c'est le cadre de référence SAFe. Je parle de SAFe, mais vous pouvez lire à chaque fois que je dis SAFe, Discipline Agile Delivery, le DAB du PMI ou le LESS ou Scrum de Scrum. C'est toutes des notions d'agilité à l'échelle et essentiellement ce que c'est de l'agilité à l'échelle, c'est un cadre de référence qui va prendre la notion de l'agilité et va l'appliquer au niveau de l'organisation. Parce qu'une image qu'on voit souvent, c'est le flux de valeur de mon organisation qui est long comme ça. Et après ça, on se félicite parce qu'on est agile ici. Au moment du déploiement, de la solution numérique. Donc, l'agilité à l'échelle essaie de venir rattraper le gap de la planification jusqu'à l'exécution et la livraison de valeur au client. Donc, de release on demand, utilise le DevOps très centré sur l'utilisateur, encore une fois, et de la livraison très, très rapide de valeur. Ceux qui connaissent les méthodes Spotify, les méthodes Netflix, fail fast, learn fast. Donc, on essaie de faire des échecs très rapidement pour apprendre nos erreurs, bâtir des solutions qui sont plus résilientes. Et encore une fois, on est très, très, très centré sur le client. Pourquoi est-ce que l'analyse d'affaires ne se retrouve pas au sein du plan d'agilité à l'échelle? Quand tu fais une recherche sur leur site avec Business Analyst, tu tombes directement sur la page du Product Owner. Le rôle de l'analyse, de l'affinage des besoins et tout ce qui est en lien avec ce qu'on connaît du rôle de l'analyse d'affaires est une tâche qui est souvent impartie au Product Owner de protéger la portée des fonctionnalités du produit qui est bien impartie ou à plus haut niveau au Product Manager. Donc, d'avoir une vue, le PO, si vous voulez, d'avoir une vue plus globale. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas d'analystes, c'est juste qu'ils sont vus différemment. Et même plus loin que ça, on peut même se dire que dans les équipes elles-mêmes, ça dit Project Owner, Scrum Master,
et tout autre membre de l'équipe qui a besoin d'être là pour faire fonctionner l'équipe. Ça n'empêche pas qu'on ait des développeurs, des responsables de processus, des gens en documentation, des formateurs. On n'est pas obligé d'avoir juste des full stack dans une équipe agile. Donc, ça, c'est en gardant en considération. L'analyse d'affaires n'est pas sortie non plus de l'équation. Je vous parlais du product owner. Selon le sondage de l'IBA, encore une fois, il y a 36% des répondants qui veulent aller vers le rôle de product owner et 27% qui y pensent dans le futur. Donc, il y a quand même une grande demande pour ces rôles-là. Puis les analystes d'affaires sont très bien placés pour intervenir dans ces rôles-là. Donc, je pense que c'est très réaliste de voir des chiffres qui représentent ça. Ça ressemblait un petit peu à ça quand on avait la vue globale du tableau tout à l'heure. Donc, je pense que le rôle du product owner, on va en entendre parler beaucoup en tout ce qui est en lien avec l'analyse d'affaires, encore plus dans le futur, même si depuis quelques années, on en entend beaucoup parler. Et au Canada, c'est 54%. Donc, on est vraiment bien aligné sur la vision mondiale au niveau de l'évolution dans le rôle de product. Quand on parle du product owner, les habilités d'affaires requises qui sont les plus populaires, on voit rapidement livrer assez de valeur, s'adapter aux commentaires de nos parties prenantes et créer la valeur en continu. Je pense que le terme valeur ne vous est pas inconnu. Si vous êtes analyste d'affaires ou que vous participez au colloque de l'IBA, le mot valeur veut dire quelque chose pour vous. C'est vraiment pas surprenant qu'on le retrouve dans les plus grandes habilités d'affaires requises pour le product owner. Ça vient vraiment rejoindre toute la littérature sur le sujet et qu'est-ce que ça fait du sens finalement pour un analyste d'affaires de faire dans un domaine d'agilité. Au niveau du product owner, il n'y a pas de certification de l'IBA. Je vous en ai mis quelques-unes. SAFe, encore une fois, Discipline Agile, LESS, toutes leurs propres versions. Scrum Alliance, Scrum.org, c'est toutes des certifications qui existent en lien avec le product owner. Ici, j'ajoute quand même le logo de l'IBA parce que dans la dernière année, l'IBA a partagé un corpus de connaissances qui est le guide du Project Ownership pour les analystes, par les analystes d'affaires essentiellement, étant donné que c'est l'IBA qui l'a partagé. Donc, je mets un petit point d'interrogation dessus, puis je suis prêt à parier 20$ avec n'importe qui que d'ici la fin de l'année prochaine, il va y avoir une certification sur le Project Ownership au sein de l'IBA. Je suis impacté, je suis connecté au point de ce qui se passe dans le développement ou les activités internes. Donc, Jared, je ne sais pas si c'était dans la présentation, mais là, je n'accepterai pas le pari si on ne le fait pas, par exemple, mais j'ai l'impression que ça s'en vient dans un futur très, très, très rapproché. Autre truc, cybersécurité, pour ceux qui ne se sentent pas assez surveillés, c'est des domaines qui rentrent de plus en plus dans les discussions de tous les jours, tous les scams, toutes les tentatives d'hameçonnage, tous les risques pour les organisations. Plus qu'on on a besoin de la technologie reliant, plus qu'on va être vulnérable en cas de problème. Je vous partage une citation que j'ai trouvée que, selon un rapport du New York Times, en 2021, il y a 3,5 millions de postes non complets en cybersécurité. Juste en cybersécurité. Je vous ramène sur le petit sondage que j'ai fait tantôt. C'était 3% des analystes d'affaires qui disaient qu'ils étaient intéressés par le volet de la cybersécurité. Je vous laisse calculer, là, faire un approximatif, mais 3 millions, je pense qu'il va en manquer encore. Là, ce n'est pas juste 3,5 millions d'analystes d'affaires en sécurité. C'est plus large que ça, la cybersécurité. Mais vous comprenez que si vous dites « Ah, je ne suis pas trop sûr que j'ai de l'avenir », il y en a encore en cybersécurité. Vous avez de la place pour aller travailler en masse. Et les habilités sont les plus priorisées, sont les plus importantes finalement selon les gens en analyse d'affaires. C'est la gestion de risque et la gestion des connaissances, le compliance knowledge. C'est des informations qui peuvent peut-être vous aider si vous cherchez à faire un champ de carrière. Peut-être que la cybersécurité, c'est pour vous. Ou peut-être que ce n'est pas non plus. C'est très correct aussi. Moi, je vous donne des pistes de solutions aujourd'hui. Et l'IBA a justement une certification pour ça. Donc, qui a été développée dans les dernières années. Donc, si vous voulez, il y a des formations qui se trouvent en ligne. Vous lisez là-dedans, il y a des corpus de connaissances, encore une fois. N'hésitez pas au moins à aller lire qu'est-ce qu'il y en a si vous êtes intéressé. Même chose du domaine de l'analyse de données. J'ai gardé le data analytics parce que c'est souvent le terme qui est utilisé même au Québec.
38% des répondants disent qu'ils ont affaire avec des données dans le cadre de leur analyse d'affaires. Je suis quand même surpris que ce ne soit pas plus que ça. Mais de plus en plus, quand on vit dans un monde de données, les données, c'est la nouvelle or noire donc, du 21e siècle. Je pense que de plus en plus, ça va faire partie de notre réalité. Et on voit quand même les habiletés d'analyse d'affaires requises, la résolution de problèmes, la communication, encore une fois, et la manière de réfléchir de manière innovante. C'est des choses qui remontent beaucoup avec tout ce qui est la connaissance de l'organisation. Si c'est quelque chose qui vous rejoint, c'est peut-être un profil qui est intéressant pour vous. Et si vous vous demandez, c'est quoi l'avantage pour mon organisation de gérer des données? Est-ce que c'est de faire juste plus de profit? Oui, dans 50% des cas, les gens disent que c'est des profits, mais dans la majorité des cas, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Fait que si vous êtes une organisation qui dit moi, je n'ai pas besoin des données parce que mon core business, la manière que je me distingue, c'est vraiment avec mon expérience utilisateur, peut-être que les données sont la solution pour toi qui peut te permettre d'avoir un edge avec tes compétiteurs. Donc, à voir comment est-ce que vous pouvez amener tout ça. Peut-être qu'avec le volet analyse de données, j'aurais rentré le volet mathématique à quelque part à côté. Ça, je pense que c'est un autre sujet, pas nécessairement dans le cursus de connaissances d'analyse de faire. Et vous me dire, il y a une certification de l'IBA en lien avec la gestion des bases de données. Ça peut être aussi très, très, très intéressant. Excusez-moi, j'ai dit la gestion des bases de données avec le Data Analytics au sein de l'IBA. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous êtes intéressé par ça. Et le dernier sujet que je vais adresser avec vous aujourd'hui, c'est plus le volet architecture d'affaires. Donc, l'architecture d'affaires, c'était souvent vu, je pense avant, comme l'évolution du rôle d'analyste d'affaires, quand tu veux avoir une vue qui est plus transversale de l'organisation et la gestion surtout des capacités, des capabilities en anglais. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. L'IPA n'adresse pas ce volet-là. Ils font référence à l'architecture d'affaires dans le BABOK. Et si je ne me trompe pas, dans le BABOK, on fait même référence à la guilde d'architecture. Les deux associations ont une association qui a été développée il y a 2-3 ans qui font collaboration justement dans le partage des connaissances. D'ailleurs, à Québec, si vous êtes familier avec l'IBA Québec, vous connaissez probablement Alain Fortier et Marie-Laure Nélaton que vous allez revoir au cours dans les prochaines heures, probablement comme facilitatrice de conférence. Ancien vice-président à la programmation, actuel vice-présidente à la programmation de l'IBA Région de Québec, qui sont les deux aussi qui ont démarré la Guilde d'architecture d'affaires de Québec il y a quelques années. Maintenant, a été fusionnée avec l'IBA Région de Québec pour avoir une meilleure portée soudainement sur la communauté d'affaires de la région de Québec. Donc, à prendre en considération que c'est probablement quelque chose de très intéressant. La Guilde d'architecture d'affaires a aussi le BizBook, qui est leur Business Analysis Body of Business Architecture Body of Knowledge, mais je ne me rappelle plus l'acronyme du BIZ. Donc, je pense que c'est juste pour business. Donc, ça, c'était pour le volet architecture d'affaires. Et oui, ils ont leur propre certification. Je peux aller chercher le logo pour celle-là. M'excuserez si ça vous concernait. Je reviens sur les certifications du IBA. Quand je vous parlais de généraliste tantôt, bien que vous êtes un expert dans le domaine, vous pouvez aller démontrer votre connaissance du sujet de l'analyse d'affaires avec les 3 certifications core de l'IBA, qui sont le CBA pour le Entry Certificate Business Analysis, qui ne demande aucune année d'expérience, mais qui vous demande de connaître ce bel outil de référence-là. Même chose au niveau du CBA, qui est le Certification of Capabilities Analysis, qui vous demande à peu près 3 à 4 années d'expérience avec parler comme analyste d'affaires pour vous qualifier pour l'examen. Et encore une fois, utiliser le BABOK comme source d'études. Et le CBAP, qui est le gold standard de l'analyse d'affaires au niveau des certifications, qui demande environ 7 années d'expérience dans différentes sphères. Donc, vous ne pouvez pas juste avoir fait la même chose pendant 7 ans, même d'avoir des différentes expériences dans des domaines de connaissances de l'analyse d'affaires avec des examens de plus en plus poussés. Donc, quand on parle de l'examen ici, c'est 150 choix multiples qui peuvent se faire en ligne, donc très abordable, bien que demande beaucoup d'efforts et de préparation. Le deuxième niveau,
on commence à avoir plus des questions et des mises en situation. Et ici, ben, c'est un examen qui est vraiment plus difficile. Je ne suis pas rendu là, mais il y en a beaucoup quand même à Québec qui l'ont fait. Donc, si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à poser des questions. Manon, entre autres, pour faire des IPA qui est nouvellement sorti du CEPAP. Donc, si vous avez des questions, je suis sûr que ça va faire très plaisir de vous répondre. Et je reviens sur les 3 certifications qui sont spécialisées de l'IPDA. Donc, cybersécurité en mode agile et en niveau data analytics. Comment est-ce qu'on se place dans le tableau que je vous montrais tout à l'heure? Ben, au niveau de business analyst, l'IBA a les certifications si vous choisissez d'avoir une trame qui est plus centrale à les affaires. Si vous décidez d'aller plus au niveau des data, au niveau des données, l'IBA est là pour vous supporter. Si vous voulez aller plus en cybersécurité, il y a une certification aussi. Si vous allez plus agile, il y a une certification aussi. Comprenez que c'est pour ça que je suis assez confiant avec mon estimé que d'ici un an et demi, on risque d'avoir quelque chose en lien avec le project management arriver très rapidement. Donc, c'est comme ça qu'on se place. Et en plus de ça, ben, l'architecture d'affaires qui vient regrouper, l'architecture d'entreprise qui vient regrouper ici l'architecture d'entreprise qui ne va pas très bien. Scrum Alliance pour le PO, Scrum, même chose. Scale Agile, que je vous parlais tout à l'heure pour l'agilité à l'échelle, Project Management, qui offrent leur propre version de l'analyse d'affaires dans leur certification. Et à ça, j'ajoute Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, qui viennent combler beaucoup des spécialités techniques que vous pouvez venir chercher, là, surtout dans les 2 branches ici. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est énormément de certifications qui sont disponibles. Fait que, bref, ce n'est pas les opportunités pour vous certifier, mais c'est juste pour vous de prendre le temps de vous poser la question où est-ce que vous voulez aller et de tracer votre propre chemin en lien avec tout ça. Les façons d'apprendre, je vais passer rapidement. Je vous invite à aller voir la présentation de Delvin que je vous parlais depuis tout à l'heure. Il nous parle de nouvelles manières de voir les choses, d'apprendre et de 3 types d'apprentissage qui est formel, social et expérimental. Dans sa présentation, il couvre très, très bien c'est quoi. Et bien qu'il y a différents rôles à notre carrière, qu'on est plus en développement de skills, de compétences techniques, d'expérience, d'expertise ou en mode connaissance, repartager ces informations-là à la communauté, mais c'est différentes manières de voir la manière d'apprendre et de partager l'expérience. La présentation est super claire, je ne peux pas vous la recommander assez. Si vous dites, OK, par où est-ce que je peux commencer les façons d'apprendre? IEBA a ce qu'ils appellent les Endorsed Education Providers qui vous fournissent des services d'analyse d'affaires bien reconnus, dont BPN Plus à Québec, qui sont EEP, donc Endorsed Education Provider. edX, si vous cherchez des certifications, pas des certifications, mais de la formation gratuite de Coursera et autres font partie de cette catégorie-là. Des structures de formation plus standards comme la Direction générale de la formation continue de l'Université Laval avec sa certification universitaire en analyse d'affaires et conseil stratégique. C'est là d'ailleurs que j'ai connu très intéressant, très, très bien fait comme certification aussi. Et le classique de trouver plein d'informations très pertinentes à de Channel Eureka, par exemple, plein d'informations. Autres informations d'autres cours en ligne, des groupes d'études du BABA organisés par l'IBA Région de Québec à chaque année. Très, très, très intéressant à regarder en septembre, des lectures, d'autres certifications et du mentorat, si ça vous intéresse. Donc, je vous laisse en vous souhaitant d'être assez brave pour vous lancer dans quelque chose auquel vous ne serez pas bon, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est pas en restant dans notre zone de confort. Je pense que ça ne peut pas être plus clair que la manière que c'est écrit dans ce billboard-là. Et je vous laisse en vous disant de continuer à apprendre parce que le monde n'arrêtera pas de changer. Si vous arrêtez d'apprendre, mais vous n'êtes pas trop long, vous allez être dépassé. J'espère que je vous ai motivé à continuer à regarder, continuer à vous instruire et au moins vous poser des questions sur où est-ce que je veux aller et de réaliser votre potentiel.
Merci beaucoup, Jérémy. Super intéressant. On va passer directement à la période de questions pour ce qui nous reste. Ce que je vais faire, je vais mettre à jour ma page parce que je ne les vois pas nécessairement. Fait qu'on a plusieurs questions. Je vais commencer par le haut. Il y a eu des votes, fait qu'on va faire ceux qui sont les plus votés pour commencer. Première question, ben, sont ex aequo, mais j'aimerais avoir un mentor, mais j'en connais pas. Qu'est-ce que tu me recommandes de faire si je suis intéressé? C'est tellement pas arrangé avec les gars des vues. Plusieurs manières d'aller chercher du mentorat. Je vais vous en donner trois grandes lignes directrices. Puis encore là, il y a plusieurs manières de faire autrement. La première et probablement votre meilleure chance, je vous dirais, c'est d'aller voir au sein de votre organisation. Il y a beaucoup d'organisations qui organisent des programmes ou qui essayent de mettre en place des programmes de mentorat. Autant si vous êtes un mentoré que si vous êtes un mentor. Les avantages sont très intéressants des deux côtés. Je vous ai les affiché à l'écran. Ça, c'est ma deuxième option, qui est la plateforme Hello, qui est supportée par l'Université Laval ici à Québec. Mais à ma connaissance, vous n'avez même pas besoin d'avoir étudié à l'Université Laval pour vous inscrire et juste aller chercher parmi les domaines qui vous intéressent. Et il n'y a jamais trop tôt essentiellement pour être un mentor parce que vous pouvez amener un point de vue différent à quelqu'un qui cherche l'expertise que vous avez et ne pas se retrouver avec quelqu'un qui a plus d'expérience que vous dans d'autres domaines. Donc, vraiment, à vous de voir si vous êtes intéressé au côté mentoring ou au côté mentor. Et la dernière option, ben, parlez-en à votre réseau de contacts. Participez à différentes activités comme la journée de réseautage qui va avoir, l'activité de réseautage qui va avoir lieu demain en début de demi-journée, où vous allez avoir la chance de rencontrer plein de gens. Si vous avez des atomes crochus, n'hésitez pas, surtout les mentorés, ceux qui veulent se faire mentorer, à poser la question et à demander. Ça ne coûte rien. Soyez pas achalant si quelqu'un dit non, c'est certain, mais il y a des belles il y a des belles manières de commencer des relations de mentor-mentoré et je vous encourage à regarder ça de votre côté. Et c'est ça. Là. Donc, votre réseau, la plateforme Hello, je vais vous envoyer le lien dans les commentaires tout à l'heure et demander à votre organisation parce qu'il y en a beaucoup qui en ont des services comme ça, mais qui ne sont peut-être pas nécessairement très bien connus. Merci. Deuxième question, là, tu vois, vu que j'ai parlé des votes, les gens ont commencé à voter, c'est parfait. Fait que maintenant, la plus votée, sera-t-il possible un jour de pouvoir passer les examens de certification en français? C'est une très bonne question et c'est un sujet qui est en train d'être adressé actuellement par les chapitres Montréal-Québec et de la communauté francophone en général. Donc, je suis plus sur le conseil d'administration, je suis plus en titre de conseil maintenant. Hugo, en fait, la question est peut-être plus dans ta cour, dans les dernières discussions. Où est-ce qu'on était rendu les discussions? Mais je sais que ça se discute depuis longtemps et c'est quelque chose qui peut être réalisé. Donc, le timeline, c'est peut-être plus toi qui là. Oui, ben, je vais venir. Il n'y a pas de timeline officiel, je vais venir te sauver sur celle-là, mais effectivement, là, c'est en démarche. Là, fait que on a une confirmation officielle de l'IBA corporative qu'on allait pousser de l'avant les examens en français. Il n'y a pas encore de date officielle, la traduction prend un certain temps, etc. Mais ça s'en vient, fait que soyez patients. Là, il va y avoir des examens de certification en français dans le futur pour l'IBA. Parce que ça va commencer par ceux analyse d'affaires, là, puis après ça, peut-être que ça va s'étirer aux autres certifications. Merci pour la précision. Oui, ben, effectivement, c'est tout nouveau comme information. Autre question, est-ce qu'on sait quels nouveaux domaines de spécialisation sont prévus d'être couverts par l'IBA dans un prochain temps? Si tu nous avais parlé des product owners, écoute, règle de pouce, est-ce que tu as un autre feeling? Qu'est-ce qui pourrait s'en venir autre? Qu'est-ce qui pourrait s'en venir autre? Vite comme ça, je n'ai pas la réponse pour vous. Comme je disais, je suis impliqué dans ce qui se discute des chapitres, des communications qui sont faites. Jared, je ne sais pas si tu es dans la conversation, si tu es capable d'intervenir là-dessus, mais j'apprécierais aussi avoir l'information. Je sais que tout ce qui est pilotage de processus, le process management, c'est quelque chose qui existe aussi déjà, mais avec le P2P, qui est peut-être quelque chose qui pourrait s'immiscer dans les trucs de l'IPA, mais encore là, je ne sais pas. L'intelligence artificielle, quelque chose qui est en très grande croissance. Tu as peut-être des billes sur celle-là aussi.
tout ce qui est expérience utilisateur, design thinking intéressant aussi. Et je rajouterais peut-être dans une des pattes qui n'est pas là, tout ce qui est la technologie de la chaîne de blocs, qui risque d'avoir un énorme impact sur le rôle des analystes d'affaires, en tout cas dans la compréhension qu'on va avoir besoin d'avoir de ces technologies-là dans le futur, parce que c'est des chaînes qui vont, la chaîne de blocs va nous amener une technologie très différente de celle qu'on est habitué avec une information, avec les bases de données centralisées qu'on a dans nos organisations, ou même qui existent avec le cloud, parce que c'est des informations qui sont plus sécurisées, qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à travailler au début, surtout qu'il n'y a pas encore beaucoup de services en lien avec ça, mais du moment que ça va être bien utilisé, je pense que le potentiel est assez incroyable. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la chaîne de blocs, je vous invite à aller regarder des documentaires sur l'Estonie. Ils ont fait un virage numérique en 5 ans. Je pense que tout le monde utilisait la chaîne de blocs qui sont basées sur des compagnies privées pour être capables d'implanter la chaîne de blocs au niveau du gouvernement. Super exemple de transformation numérique. Et il y a 2 seuls services aux citoyens, trois seuls services aux citoyens que tu peux pas faire en ligne avec ta carte en Estonie, par exemple. C'est se marier, acheter une première maison et divorcer. C'est pas parce que techniquement, c'est pas possible. C'est juste que c'est des éléments trop importants qui demandent l'intervention humaine pour être capable de le faire. Donc, j'espère qu'on va prendre exemple sur l'Estonie au niveau des technologies dans les prochaines années. Donc, probablement que la chaîne de blocs pourrait s'inscrire aussi dans les branches qu'on voit là. Parfait. Dans le même sens, là, il y a quelqu'un qui pose la question que l'IBA avait annoncé l'arrivée d'une nouvelle certification. Puis tu vois, je ne le sais pas, fait que je vais te laisser voir si tu as l'information. Le Certified Business Analysis Tough Leader, CBATL. Sais-tu, toi, si c'est toujours dans les objectifs? Celle-là, je ne l'ai pas entendu. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si c'est ce qui parle depuis plusieurs années. Quand il y a eu l'augmentation du nombre de certifications avec l'ajout du SCBA, par exemple, je pense que ça fait maintenant 4 ans, l'IBA a annoncé qu'elle allait avoir 4 niveaux d'expertise dans le core, dans le niveau core finalement de l'analyse. Je retourne dans ma diapositive. Donc, on parle vraiment domaine d'entrée, un petit peu d'expérience, un professionnel aguerri. On parlait d'avoir une qui était vraiment plus leader, un 4e niveau, mais ça avait été comme difficile de mettre en place. Donc, c'est peut-être celle-là qui ont trouvé une manière de l'appliquer. Si on applique le terme leader, bien, je pense que ça fitterait vraiment bien dans cette catégorie-là. Mais encore là, je parle au travers de mon chapeau. Je n'ai pas de question. Parfait. On va rester dans le sujet des certifications. Il y a quelqu'un qui nous demande, ben, selon toi, c'est quelle certification IBA? J'imagine pas dans une des 3 branches, sécurité, data analytics, etc. Mais dans les certifications IBA, lesquelles tu recommandes la meilleure certification? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y en a une meilleure, mais celle que tu recommanderais? Si vous avez juste à en choisir une des 3 rapidement, je vous dirais Agile, étant donné qu'elle est tellement transversale à tout ce qu'on fait. Le BABOK V3 a déjà une perspective sur l'agilité, mais l'IBA a justement sorti un guide sur l'analyse d'affaires en contexte agile, qui est à sa 2e version, disponible si vous êtes membre IBA, vous pouvez l'acheter sur Amazon aussi. J'ai l'impression que ça serait vraiment votre meilleure bête si vous ne voulez pas aller avec CBA, CCBA et autres. J'irai avec l'agilité juste parce que c'est plus versatile, parce que autant dans le domaine de la sécurité, on peut l'utiliser que dans le domaine du data analytique. Écoute, parfait. Je pense que on a fait le tour des questions que les gens nous avaient posées. Je vais faire un petit dernier refresh, m'assurer que je n'oublie rien. Ben, il y avait Yannick qui voulait poser la question de vive voix à Jérémy. Écoute, Oui, Yannick, si tu veux bonjour, poser ta question, vas-y, tu peux oui, vous démuter. m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, salut Jérôme. Écoute, je veux revenir avec ce que tu disais concernant le rôle de PO versus l'analyste d'affaires. Est-ce que au niveau de l'IBA ou le BABOK, là, en fait, c'est parce que d'un constat qu'on fait, nous, dans le rôle de PO dans lequel que je joue à l'université, c'est qu'on a moins le temps de faire de l'analyse d'affaires du fait que lorsque ton équipe grossit, lorsque tes solutions sont quand même, tu as beaucoup de solutions, mettons, sous ta responsabilité, bien, on a beaucoup moins de temps pour faire de l'analyse d'affaires, de prendre un dossier du début jusqu'à la fin. Donc, ça revient un peu à ta définition du début, c'est que
on doit, à quelque part, déléguer un peu ces responsabilités de faire des dossiers d'affaires à d'autres personnes dans l'équipe. Donc, quelqu'un peut être un conseiller, peut être un analyste en TI, mais faire de l'analyse d'affaires quand même. Est-ce que tu vois que c'est une responsabilité de plus qui va être envoyée au PO de dire, bien, vous devez également faire de l'analyse d'affaires dans l'intérieur d'un rôle de PO parce qu'on remarque qu'on a beaucoup moins le temps d'en faire. Je ne sais pas, qu'est-ce que ton opinion là-dessus ou ce qui s'en vient pour le Baboc? Ben, en fait, je pense que le rôle de l'analyste, le rôle du PO comporte déjà l'analyse d'affaires parce que c'est toi qui es le propriétaire des exigences puis de gérer les critères, ce qui va toucher à l'atteinte de la valeur pour le client. Mais ce que je te dirais par rapport à ça, ça revient au point que je disais tout à l'heure, même dans un contexte d'agilité à l'échelle, à l'université, c'est comme ça qu'on opère, la notion de membre d'équipe agile peut impliquer d'avoir un analyste. Fait que ça pourrait être ça. Je sais que dans le contexte, on n'est pas dans la même section, c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas la même réalité. Dans la division que le secteur où moi je travaille, on a des analystes fonctionnels dans les équipes qui viennent alléger la responsabilité du PO, en plus d'avoir une orientation un peu plus technique au niveau du visuel, les maquettes et la documentation fonctionnelle, mais vont aussi prendre une responsabilité que le PO n'a pas le temps de gérer dans le cas où il y a beaucoup trop d'informations à traiter en même temps, aller affiner le besoin, faire des démarches, tout le volet analyse d'affaires, mais va souvent laisser plus le volet business au PO dans un cas comme ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment du cas pour cas et selon le besoin de l'organisation et de la grosseur de notre équipe. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres PO dans la conférence qui aimeraient ça se manifester, connaître la réalité. Mais j'aimerais ça savoir connaître la réalité de d'autres personnes qui, je ne sais pas s'il y en a, là, ça serait intéressant. Mais... Ben, écoutez, moi, je vous invite à utiliser l'option Community à droite. Là. Je pense que ce serait exactement le bon endroit. Puis, écoute, on pourrait même se créer un petit meet-up pour ça. Là. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine parce que tu as raison. En tout cas, je sais que de mon côté aussi, souvent, ça fait discuter ce sujet-là. Fait qu'on pourra peut-être se faire un petit dîner café puis discuter de tout cela. Puis, parce que malheureusement, j'arrête notre beau moment ensemble parce que c'est aussi la fin de notre conférence. S'il y a des questions supplémentaires que vous avez ou vous voulez en discuter, discuter de sujets en particulier, je vous invite à mettre les questions dans le Q&A. Donc, même si on n'a pas le temps de répondre, Jérémy va se faire un plaisir d'aller vous écrire une petite réponse. Ces réponses-là vont rester toujours comme à gauche dans Whova. Il y a une section Q&A qui est vraiment le nom section Q&A. Ça va vous permettre en fait d'aller regarder les questions dans le futur puis les réponses, puis d'y revenir jusqu'à 3 mois dans le futur, puis d'utiliser le community là, si vous voulez faire des discussions. Comme j'ai dit aussi, l'enregistrement de la conférence va être disponible. J'ai envie de finir tout ça, dans le fond, en nous ramenant, en nous faisant une petite synthèse là, de notre conférence, parce que je pense que ce qu'on a remarqué, c'est que le métier d'analyste d'affaires, c'est un métier qui est jeune, qui continue de se définir. On le voit avec l'IBA, ce n'est pas nécessairement vieux. Puis, ce qui est important au final, c'est les habiletés des analystes d'affaires. Ça va plus loin que le titre. C'est des compétences interpersonnelles qui sont nécessaires dans toutes nos activités. Puis, je pense que c'est ça le futur de l'analyste d'affaires. Beaucoup de défis, beaucoup de belles opportunités, je pense, pour nous tous, analystes d'affaires ou ceux qui font de l'analyse d'affaires. Puis, écoutez, j'espère que vous avez apprécié l'information que Jérémy nous a mis de l'avant, qui provenait du sondage de l'IBA. Si oui, je vous invite aussi à aller compléter le sondage 2021 qui est en cours, qui se termine le 4 juin. Donc, ça nous permettrait en même temps de continuer à mieux définir le rôle de l'analyse d'affaires dans le futur. Sur ce, il est presque 10h15, 10h14. On va prendre une petite pause. On va se retrouver à 10h30 pour 2 conférences. En attendant, pendant la pause, je vous envoie vers les onglets sponsors et exhibiteurs, donc qui sont à la gauche, qui sont les gens qui nous ont aidés, dans le fond, qui nous commanditent notre événement. Les exhibiteurs, vous pouvez rentrer en contact. S'il y a des compagnies qui vous intéressent, vous pouvez rentrer en contact directement avec des recruteurs ou des personnes responsables de nos exhibiteurs. Puis ça va leur faire plaisir de répondre à vos questions puis d'aller plus loin. Donc, on a 2 conférences à 10h30. Christophe Corret avec le leadership dans le changement. Ça, c'est pour ceux qui veulent voir c'est quoi leur rôle, leur futur rôle dans la transformation des organisations. Ou la conférence d'Anne-Marie Parent sur la gestion du stress, qui va être un super atelier pratique avec plein d'activités, des outils. Fait que ça vaut la peine d'aller assister aux 2 conférences.
Fait que sur ce, merci à tous. On se voit dans une quinzaine de minutes. Bonjour, merci, à bientôt. Je reste disponible quelques minutes si vous avez des questions, s'il y a un sujet que vous aimeriez discuter pendant la pause de 15 minutes. Philippe Blais, est-ce que tu es encore là? Je viens de voir ton commentaire dans le chat. C'est une autre bonne question, j'en ai pas parlé. C'est sûr que la notion de premier emploi en analyse d'affaires, c'est souvent le moment difficile à atteindre là, quand on veut changer ou arriver dans un nouveau domaine. C'est souvent là que ça va être très difficile d'aller atteindre le premier pas parce que j'ai été là pas très longtemps. Tous les postes que tu vois passer, c'est 3 à 4 années d'expérience, mais toi, tu arrives avec 0 année d'expérience, c'est normal, je veux dire, c'est là que tu commences à travailler. C'est là que tu étudies, c'est là que tu veux aller. Donc, je te dirais, le meilleur truc, si tu es capable d'aller trouver un stage, premièrement, ça va te donner une meilleure vision de qu'est-ce que c'est l'analyse d'affaires sur le marché du travail, la réalité de ce que fait une analyse d'affaires. Et aussi, c'est que ça va te donner une expérience après ça que tu vas être capable d'utiliser dans tes entrevues que tu vas passer dans les premières rencontres. Si ce n'est pas l'organisation elle-même qui va te donner ta chance parce que tu as fait tes preuves dans cette organisation-là. C'est comme ça que j'ai commencé avec le volet avec l'Université Laval. J'ai fait mon stage à l'été. Je ne te dis pas qu'un stage est beaucoup plus facile à trouver. Là. Ça prend des organisations qui ont souvent la structure déjà mise en place parce qu'il y a beaucoup de complexité à accueillir des stagiaires, quelqu'un qui doit former pour finalement avoir un mois ou deux de productivité. C'est quand même, des fois, ça peut être très difficile à chercher, mais je te dis, continue à chercher un stage, tu as déjà commencé à chercher, mais lâche pas, continue à regarder. Il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre actuellement que je pense que la notion des stagiaires est très, très intéressante pour les organisations. Ici, c'est pas avec un stage, si c'est pas juste en appliquant en passant des entrevues, mais je te dirais, essaye d'aller rajouter des expériences dans ton CV, dans ton cursus, en ajoutant probablement des expériences bénévoles. Je dis ça comme ça, l'IBA est toujours à la recherche de bénévoles. Donc, si jamais ça t'intéresse, participer à l'activité. L'activité aujourd'hui est organisée 100% par des bénévoles. Ben, c'est une belle manière de mettre de l'expérience en analyse d'affaires sur ton CV sans avoir nécessairement travaillé dans le domaine, en plus de tous les réseaux de contacts que tu peux développer.
Là, je te donne l'exemple de IBA Région de Québec, PMR Région de Québec, plein d'autres organisations qui sont intéressantes, Agile Tour, avec Agile Québec, Agile Tour, l'événement. Il y en a plein des associations que tu peux trouver qui pourraient te permettre d'aller chercher un petit peu d'expérience. Parle-en à tes professeurs. Si tu es étudiant à l'Université Laval, Josiane et Mathieu Templier sont des références incroyables par rapport à plein de contacts dans l'industrie qui peuvent t'aider après ça à trouver un premier pas. Mais écoute, moi-même, j'ai passé 4 mois à passer des entrevues pour trouver un stage qui a mené à mon premier emploi. C'est pas facile. Faut juste pas lâcher. Utilise ton réseau de contacts. Continue à développer ton réseau de contacts. C'est la meilleure manière, je pense, de commencer dans le domaine. Mais en étant présent aujourd'hui, je pense que tu as déjà un très bon pas dans la bonne direction. Je pense que tu démontres déjà que tu as de l'intérêt. Puis dire que tu participes à des événements comme aujourd'hui, surtout quand tu n'as même pas encore d'emploi dans le domaine, je pense que c'est un très gros avantage pour un employeur qui compare deux candidats qui ont des profils ciblés. Et j'espère que tu étais là pour entendre. OK. Bon, parfait. Ben, tu vois effectivement la cybersécurité, beaucoup d'opportunités. Je connais beaucoup de gens qui ont commencé à la dédier en cybersécurité comme stagiaires puis qui ont évolué dans des rôles d'analyse d'affaires aussi. Fait que c'est pas analyse d'affaires vers cybersécurité. Ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être analyse d'affaires cybersécurité vers données, puis après ça, plus tard, tu vas revenir vers... Les chemins sont infinis. Je pense que si tu es déjà un stagiaire, continue juste à faire tes preuves. Va chercher le plus d'expérience que tu peux, parce qu'après ça, c'est quand tu es capable de montrer que l'expérience que tu es allé chercher, tu es capable de l'appliquer dans un domaine concret, que c'est là un bon pouvoir de négociation dans des entrevues, où tu vas te battre probablement avec des gens qui ont plus d'expérience que toi pour les premiers rôles sur lesquels tu vas appliquer. Ismaëla, est-ce que tu es encore là? Je viens de voir ta question sur le rôle d'architecte d'affaires. Ne vient-il pas après l'analyse d'affaires senior? Peut-être dans la plupart des cas. Moi, je vais essayer de défendre le point que pas nécessairement, parce que tu peux être relativement junior, mais avoir une vision qui est plus haut niveau, qui est plus macro, que tu veux te spécialiser au niveau des capacités d'affaires au lieu d'être spécialisé au niveau des processus, qui est souvent la responsabilité des analystes ou des valeurs elles-mêmes de la livraison. Mais je te dirais que le rôle d'architecte d'affaires, d'architecture d'affaires, conseiller en architecture d'affaires, n'est pas restreint à quelqu'un d'extrêmement senior. En général, oui, ça va être des gens qui vont être plus seniors, je pense qu'ils vont prendre ce rôle-là parce que ça demande une compréhension qui est plus avancée, mais c'est pas obligé d'être quelqu'un qui est à 15 ans d'expérience, selon moi, pour effectuer ce rôle-là. La preuve, je te dirais que si tu es dans une organisation d'une vingtaine d'employés puis qu'il y a une analyse d'affaires, tu vas faire l'architecture d'affaires en tant qu'analyste. Le titre, tant qu'à moi, ne veut pas dire grand-chose. Les tâches que tu vas avoir à réaliser, c'est là que ça a le plus d'intérêt, plus d'importance, selon moi. Puis les tâches d'architecture d'affaires, si tu es capable de les amener en tant qu'analyste d'affaires junior, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas dire que tu fais de l'architecture. Même si c'est juste une petite partie de ton travail. Catherine Faubet, je ne sais pas si tu es encore là. Oui, je vois que tu es encore là, ta question. Donc, il est possible d'obtenir un titre d'architecte d'affaires via l'IBA? Pas vraiment. Je dirais plus que l'IBA peut t'amener à développer les mêmes connaissances, mais si tu veux avoir la certification de conseiller en architecture d'affaires, c'est vraiment la guilde d'architecture. Alors que quand je parlais qu'il y a eu une fusion entre les deux, c'est le chapitre IBA Région de Québec et la guilde d'architecture Région de Québec
puis on va juste fusionner leurs efforts ensemble, question d'efficience, pour regrouper la masse de participants aux événements et à bénéficier tout le monde de ces points de vue-là. Donc, je suis désolé, je n'ai pas été clair à ce niveau-là, mais tu peux évoluer dans un rôle d'analyste d'affaires, aller chercher des certifications CEPAP, par exemple, puis un jour offrir un rôle d'architecture d'affaires, c'est très, très, très possible. Et si c'est dans ce sens-là ta question, oui. Mais si tu veux avoir la certification, c'est pas parmi là. Tu vas pas aller la chercher, en tout cas, pas actuellement. Je pense que ça fait le tour pour les questions qui étaient dans le chat. Donc, je vais mettre fin à la présentation. Merci tout le monde pour votre présence. Puis bonne fin de colloque.